Madame, Monsieur, l'appel au don de TV Liberté marque le pas, dangereusement. Des téléspectateurs nous disent que cela est dû à la déception, voire à une certaine désillusion après le score des candidats patriotes aux élections. Alors, mettons les choses au clair. TV Liberté ne mène pas la bataille politique, encore moins politicienne, mais la bataille culturelle. Celle-ci s'appuie sur l'audience. Et grâce à un total de 800 000 abonnés sur les plateformes et les réseaux sociaux, grâce aux presque 5 millions de vues mensuelles de nos programmes, la mission est réussie. TV Liberté mène aussi la bataille de l'influence, avec le combat pour une vraie presse indépendante. Le retour du pluralisme des opinions, la libre confrontation des idées est un pied de nez immense à la pensée unique. Là aussi, la mission est réussie. TV Liberté mène enfin la bataille de l'avenir, en améliorant constamment un outil audiovisuel unique, en formant des journalistes et des techniciens qui ne sont pas des petits soldats, des sycophantes du pouvoir de gauche. Et là aussi, le travail est réussi. Et nous pouvons être fiers, tous ensemble, du travail accompli depuis plus de 8 ans. Mais la tâche et les défis qui s'annoncent pour les 5 prochaines années, puisqu'il s'agit bien de cela, des 5 prochaines années, ces défis sont immenses. Une chose est sûre, nous sommes prêts à les relever. Et vous, êtes-vous d'accord pour nous épauler, nous porter, nous soutenir, nous rendre plus forts et encore plus solides? Si c'est le cas, si c'est oui, aidez-nous à effacer nos inquiétudes. Lorsque je l'ai entendu pour la première fois, j'ai vraiment cru que c'était une histoire belge. Ça ne pouvait être vrai. Ça ne pouvait être qu'une énorme farce. Et pourtant, non. C'était une histoire belge, mais cette fois-ci, une vraie de vraie. Quelle est donc cette fameuse histoire belge? La voici, mais je demande préalablement à nos très nombreux amis téléspectateurs belges d'être sûrs et certains que je ne les critique en rien, eux qui sont le fer de lance de la résistance à la déconstruction de leur charmant pays. Ainsi donc, une loi vient d'être votée en Belgique qui normalise complètement le métier de la prostitution. Miam miam. Désormais, si je suis une prostituée, j'exerce un métier tout à fait honorable qui me donne tous les droits. Sécurité sociale, indemnité chômage et tutti quanti. Lorsque j'ai entendu cette nouvelle ébouriffante, votre chroniqueur préféré autoproclamé a pratiqué la méthode habituelle. Respirer une vingtaine de fois à fond pour se décontracter, puis faire tourner sur lui-même son orteil de pied pour alléger le cerveau, puis fermer les yeux en écartant les bras à la mode Zarathustra. J'ai fait tout cela, mais je suis resté contracté comme jamais. Il ne me restait qu'une seule solution, appeler ma conseillère privilégiée, cette chère tante Gertrude, qui a l'art et la manière d'analyser intelligemment toutes les situations, même les plus abracadabrantesques. Je téléphonais donc à ma tata préférée et lui racontais cette histoire belge. J'attendais sa réponse, qui arriva moins vite que d'habitude, ce qui veut dire que le sujet était sérieux. « Mon petit gars », qu'elle me dit la tata, après un long silence. C'est compliqué. Je me mets donc dans la peau d'une prostituée, ce qui n'est pas facile pour moi, tu sais. Puisque j'exerce un métier normal, j'ai forcément le droit à des formations. Je vais donc à des séances de formation, mais qui va me former et comment? Je vois déjà une armée de gros vicieux pervers dégoûtants prêts à devenir formateurs. Formateurs de prostituées, ça, c'est un métier d'avenir. Ensuite, je veux un arrêt maladie. Comment expliquer cela au docteur qui va me poser les questions les plus gênantes et moi, la prostituée de service, je n'ai pas envie que m'on pose des questions très gênantes. Ensuite,
Je veux me mettre au chômage, mais comment expliquer au monsieur qui me reçoit à l'agence pour l'emploi du coin que je promets de ne plus exercer mon métier tant qu'il me versera des allocations chômage? Je vois déjà le bonhomme sourire béatement, un sourire du genre « Cause toujours, tu m'intéresses ». Je vois aussi le bonhomme me glisser vicieusement « Qu'est-ce qui m'empêche de croire qu'en plus du chômage, vous n'exercerez pas par-ci par-là vos talents avec paiement en espèces ?» Et puis enfin, si mon métier est honorable et public, tout le monde va savoir que je suis une prostituée. Et ça, il n'en est pas question. Non, décidément, rien ne va dans cette histoire belge. Pour une fois, avant de raccrocher, tante Gertrude m'a gratifié d'un au revoir que je n'avais pas entendu depuis des lustres, ce qui signifie que la tata pense au fond d'elle-même que les Belges, sur le sujet de la prostitution, comme sur tant d'autres sujets, dérapent à fond les manettes, juste grave, je veux dire. Mais que nos amis belges soient pleinement rassurés, la France ne fait pas mieux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je l'avoue bien humblement, je suis un horrible chroniqueur préféré autoproclamé. Je suis une crapule définitive, comme le dit souvent tante Gertrude, et pourquoi cela? Parce que je me réjouis du malheur qui arrive aux autres. La preuve par Disneyland. Je m'explique. La société Disneyland a décidé de promouvoir par tous les moyens l'idéologie LGBTQ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Pour cela, elle y va à fond les manettes en revisitant tous les grands classiques pour les homosexualisés, les lesbianisés, pour les genrés de drôles de genre, etc., etc., etc. Le délicieux prince charmant de Blanche-Neige, insupportable, virez-moi ce taré hétérosexuel, faut pas boucher Blanchette dans la brouette, non mais des fois quand même. Et je ne parle pas des Aristochats, de Peter Pan ou de La Belle et le Clochard, merveilleux souvenir de nos enfances perdues à jeter aux orties le plus vite possible. En vous racontant tout cela, je devrais faire une dépression nerveuse, et vous aussi. Et pourtant, parce que je suis un gros pervers, c'est tante Gertrude qui le dit à qui veut l'entendre, je vous le raconte dans la joie et la bonne humeur, parce que l'horrible société Disneyland a poussé le bouchon trop loin et est en train d'en payer les conséquences. Joie et bonheur, qu'elle crève la poufiasse. Et effectivement, la poufiasse est mal en point. Son cours de bourse a dévissé depuis quelques mois, et sa cote de popularité s'est effondrée. Et en vous le disant, je dois vous avouer que je suis pris de pulsions joyeuses non maîtrisables. Pour couronner le tout, car ce n'est pas tout, les dirigeants de la firme ont eu la stupidité historique de proclamer haut et fort que la destruction des valeurs traditionnelles, se traduisant par la destruction de nos plus grands classiques, provenait du fait que les 80 000 salariés du groupe le souhaitaient. Moi, on m'avait toujours appris que le client est roi. Eh bien, chez Disneyland, on est passé d'un seul coup du client roi au salarié roi ou reine, je ne sais pas. De ma courte vie, trop longue pour certains qui voudraient voir mes chroniques s'arrêter, j'avoue n'avoir jamais entendu une pareille imbécilité. Je n'ose même pas en parler à tante Gertrude car elle risquerait d'avoir une crise cardiaque, pauvre tata, va. Conclusion logique de cette histoire de perversion par le spectacle. N'allons plus jamais à Disneyland et filons tous au Puy du Fou. Boudons autant que faire se peut l'ultra-perverse Californie et valorisant par nos présences le merveilleux spectacle vendéen. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Il existe aujourd'hui une quasi-unanimité des Français pour penser et pour dire que les temps à venir ne vont pas être faciles. Seul Macronor, Gros Mentor et sa clique nous promettent des lendemains qui chantent, puisqu'il faut bien qu'ils gagnent les élections législatives en disant donc tout et n'importe quoi jusqu'à la fin du mois de juin. Question pour un champion. Faut-il se préparer à des lendemains plus que compliqués, pouvant se traduire par exemple par un blocage général du pays, ayant pour conséquence par exemple de désorganiser le circuit d'alimentation du pays? D'où la question de fond pour un champion, faut-il alors se créer des petits stocks de nourriture pour pouvoir faire face à ses besoins alimentaires de base? Le débat fait rage et oppose les optimistes à tout craint qui pensent que l'avenir est radieux puisque Macronor, Covidor sait admirablement gérer toutes les situations, même les pires, et les pessimistes raisonnés qui analysent froidement la situation qu'ils estiment lourde de dangers futurs et se préparent dès à présent à la crise qui s'annonce. Pour faire simple, les frigidaires et placards de cuisine des premiers sont à peine remplis, alors que ceux des seconds sont fort bien garnis. Alors, faut-il se ranger dans le camp des optimistes définitifs et ne rien prévoir, ou faut-il rejoindre d'urgence le camp des pessimistes raisonnés et se constituer des stocks de survie? That is the question en anglais, ou bien Das ta questioneski en russe si vous préférez. Je me suis réuni avec moi-même. J'ai participé à plusieurs tables rondes avec moi-même et après moult réflexions avec moi-même, j'en ai conclu qu'il n'était pas du tout stupide de se constituer des petits stocks de survie permettant de tenir un certain nombre de semaines si nécessaire. Certes, il ne s'agit pas d'entasser dans son salon 6 tonnes de sucre, 3000 litres de lait et 700 douzaines d'œufs. Il faut savoir raison garder. Mais ranger délicatement dans un grand placard un certain nombre de denrées de base peut être tout à fait intelligent, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Et il n'est pas exclu que demain, il ne fasse pas vraiment jour. Autre piste de réflexion, il n'est pas forcément stupide d'avoir chez soi des espèces en quantité raisonnable. Car si le système bancaire national se trouve bloqué pour une raison ou pour une autre, il peut être très utile de pouvoir continuer à faire ses courses en payant en espèces sonnantes et trébuchantes. À chacun de définir la somme qui lui semble nécessaire pour tenir le choc pendant un certain temps. Peut-être allez-vous penser que je vois tout en noir et que je déraille juste grave, je veux dire. Comme on le dit dans l'Aubrac avec un sourire fin, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a quelques années, en plein cœur de Paris, éclatait le scandale du siècle. Un Africain était molesté par des policiers, l'un d'entre eux poussant le vice jusqu'à introduire sa matraque du côté du bas du dos de la victime. Ça, c'est momoche quand même. Une matraque, ça ne sert pas à ça. Le système politico-médiatique se mettait instantanément en branle. La séquence faisait la une de tous les médias officiels et François Hollande, délaissant momentanément son scooter de fonction, lui permettant de rendre visite de façon impromptue et anonyme à sa maîtresse, convoquait le monde médiatique et se transportait en grande pompe à l'hôpital dans lequel était installée la pauvre victime pour lui prodiguer le soutien de la France tout entière. Notre Africain remplissait toutes les bonnes cases. Il était noir, immigré et victime d'un crime raciste. Une vraie chance pour le système. Après enquête sur enquête, étude sur étude, analyse sur analyse, la vérité éclatera au grand jour. Cet Africain était tout simplement un immigré d'une grande violence, ayant résisté comme un forcené à son interpellation, possédant un casier judiciaire qui n'était pas blanc comme neige, la matraque incriminée ayant finalement été, elle, blanchie comme neige. Dans de telles conditions,
tellement défavorable pour lui, le système décida de ce pas d'enterrer immédiatement et définitivement l'affaire, en se murant dans un silence absolu. Et François Hollande put tranquillement repartir dans ses équipées sexualo-scouteresques nocturnes sans autre forme de procès. Le 15 mai dernier, à Marseille, était assassiné un homme remarquable, Alban Gervaise, âgé de 40 ans, médecin militaire de son État. Au cri insupportable d'Allah Akbar, il était égorgé par un musulman devant l'école catholique dans laquelle étaient scolarisés ses très jeunes enfants. Macron ou Darmanin se sont-ils immédiatement rendus sur les lieux? Les grands médias du système ont-ils immédiatement couvert l'événement? Des débats passionnés ont-ils immédiatement été organisés sur les plateaux de télévision? Rien. Il ne s'est rien passé. Rien. Absolument rien. Rien de rien. Alban Gervaise remplissait toutes les mauvaises cases. Blanc, catholique, père de famille hétérosexuel, professionnel remarquable, un homme de bien pour la société tout entière. En conséquence, ce crime abject par un musulman n'était rien d'autre qu'un petit fait sans importance, ne méritant aucune mention particulière. Si le traitement de l'affaire de notre Africain s'est révélé être un véritable scandale d'État, le traitement d'Alban Gervaise traduit la démence totale dans laquelle baigne le système politico-médiatique. Nous savons que pour celui-ci, le bien est un mal et le mal est un bien. Ce qui apparaît de façon de plus en plus évidente, c'est que le mensonge d'État, institutionnalisé à un degré inimaginable et insupportable, ne mérite qu'un seul qualificatif, il est démoniaque. Je vous souhaite une excellente soirée. Un nouveau et énième crime abominable vient d'être perpétré à Mulhouse. 3 clandestins algériens n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller égorger dans son appartement une femme qui ne demandait qu'à vivre. Et l'analyse de ses blessures révèle que la malheureuse a essayé de se défendre contre ces 3 ignobles individus. Si je vous parle de cette affaire, c'est qu'au même moment, je participe à une réunion dont les participants avaient grosso modo le profil suivant: cadre supérieur, ayant bénéficié d'un bon niveau d'instruction, bien installé, dans une vie bien confortable. Le sujet de la sécurité s'invita pendant la conversation et là, stupeur, stupéfaction, irritation et découragement, je m'aperçus que pas un des participants n'avait une réelle idée de ce qu'est l'insécurité en France. Pas moyen de leur faire sortir le moindre chiffre sur ce véritable problème. J'évoquais donc un seul chiffre, celui des 120 coups de couteau perpétrés quotidiennement dans notre cher vieux pays. Incrédulité totale de la part de mon auditoire. Il fallut que je montre patte blanche, que je m'explique en détail, que je donne mes sources. Lorsque j'ai indiqué que le très politiquement correct Figaro retenait ce chiffre, mon auditoire a probablement commencé à se dire que je ne racontais pas n'importe quoi. Puis le sujet des élections arriva sur la table et j'entendis avec stupéfaction certaines personnes me dire que Macroneur dictateur Corée du Nord avait parfaitement géré l'affaire du Covid et que s'il avait introduit l'obligation du pass vaccinal, c'est parce que l'Union européenne le lui avait imposé. En entendant une pareille énormité, j'avoue humblement avoir eu envie de donner le 121e coup de couteau du jour. Dans ces conditions, mes chers amis, comment pourrait-on s'étonner du cataclysme électoral qui vient de s'abattre sur ce beau pays de France? Car cette petite anecdote explique tout à elle seule. Elle démontre que les élites, entre guillemets, sont totalement lessivées par le système politico-médiatique qu'elles intègrent sans la moindre recherche de la vérité. Les chaînes de télévision officielles, les journaux du système, du Figaro au journal Le Monde, les discussions de Café du Commerce sur Macroneur 8e merveille du monde
mode, tout cela suffit amplement à leur bonheur et le reste ne les intéresse pas. D'où 10 ans de macronisme déconstructeur et plus belle la vie. Le monde de la résistance se voit donc confier plus que jamais une double mission. Combattre résolument les ennemis déclarés qui veulent démolir la France et remettre dans le droit chemin des élites, entre guillemets, qui apparemment ne font pas de mal à une mouche, mais qui en fait, par leur passivité totale, permettent aux déconstructeurs d'agir en toute impunité. Décidément, le monde de la résistance ne risque pas le chômage dans les années à venir. Je vous souhaite une très bonne soirée.